Vraiment un grand merci au SICUR et à Denis Paget pour cette rencontre que je trouve très, très intéressante, comme l'a dit l'intervenant précédent, vraiment. Et bien sûr que c'est une problématique controversée, on le sait, mais en même temps, elle est riche de perspectives, ce qui a été souligné dans la présentation. Et les deux vont souvent de pair. Quelque chose de controversé est souvent porteur de perspectives d'avenir, on le sait. Il y a des contradictions qui sont à lever et des synthèses à construire. Et il faut espérer que cette journée nous permette d'aller dans ce sens-là. Alors, la problématique qui m'a été proposée, c'est donc esprit de vérité, conscience des normes et inclusion culturelle. Comment arriver à associer ces trois thématiques et problématiques? Alors moi, je dirais en présentation que, en tant que service public à vocation émancipatrice, université et école gagnent toujours à réinterroger les savoirs, mais aussi les cultures, qui sont aptes à édifier et à transmettre. Et cela en fonction des nouveaux contextes. Et on ne peut pas nier que la mondialisation et la médiatisation qui va de pair constituent bien sûr ces contextes émergents. La finalité, comme il a été défini dans la présentation, étant de cultiver à la fois cohésion nationale et diversité culturelle. Et ça n'est pas une mince affaire, bien entendu. Alors, mon propos sera plutôt de politique éducative et de recherche. La recherche des présupposés idéologiques qui sont à la base, bien sûr, d'une politique en matière, bien sûr, d'éducation nationale en particulier. Et dans cet ordre d'idées, nous pourrions envisager les acquis et les manques qui ont été ceux de la refondation, mise en œuvre par la loi donc, de juillet 2013 sous le ministère Peillon. Suite à quoi, tout le monde connaît bien sûr la loi de l'école de la confiance qui est menée sous l'égide de Jean-Michel Blanquer depuis 2019. Et enfin, la troisième étape de cette période un peu tumultueuse pour l'éducation nationale, c'est le mandat qui a été donné à Pape Diaye, qui a été nommé en 2022. Et là, il y a quand même un symbole à interroger, en rapport bien sûr avec notre problématique. Alors, je vais passer donc au plan de la communication. Vous l'avez, je ne le lis pas. Et je vais pour démarrer, bien sûr, sur le premier point qui concerne les termes du débat institutionnel. Voilà, parce qu'effectivement, sur le plan des présupposés idéologiques, on sent qu'il y a un débat en cours en France, en tant que tel, et bien sûr dans l'éducation nationale, à l'université, et qui mérite d'être clarifié. Alors là, vous avez un certain nombre de notions, d'idées forces qui animent le débat national, et moi je dirais d'une manière complémentaire, donc laïcité, valeurs républicaines qui peut être contre en général. Et bien entendu, en complément, la question des discriminations et des racismes nous interpelle. Voilà. Et donc, vous avez des modèles éducatifs, socio-éducatifs, qui sont préconisés tout au cours de l'histoire de l'institution et qui méritent d'être réinterrogés. Bon, à mon avis, toutes ces idées forces ne s'opposent pas. Elles se complètent, tant sur un plan historique que logique. Et une seule notion quand même nécessite d'être critiquée, à mon avis, c'est celui d'assimilation, qui tente un retour actuellement dans l'opinion. Et nous pourrons voir qu'il est moins légitime. Alors, quels sont les termes officiels qui sont en vigueur actuellement? Les relations avec l'islam étant un objet de cristallisation, le concept de laïcité est mis en exergue, notamment à travers la publication d'une charte du même nom, qui est apposée dans tous les établissements depuis 2014. Ce dispositif fait suite au vote de la loi sur l'interdiction du voile islamique et des signes religieux à l'école, loi qui date de 2004. Alors, à cet objectif de laïcité s'ajoute celui de la lutte contre les discriminations de toute nature, dont celles qui ont trait à l'origine des publics et qui sont repris dans les programmes de l'enseignement moral et civique, EMC. Celui-ci a été mis en place à la rentrée 2015, de la maternelle à l'université, et constitue l'une des bases de la culture professionnelle
des personnels d'enseignement et d'éducation. Alors, Abdelnour Bidar, inspecteur général de philosophie, chargé de mission pour cet enseignement, combat justement les dérives des deux côtés, à savoir les discriminations à l'égard des minorités d'origine, mais aussi le fondamentalisme musulman. Et qui, plus qu'un musulman lui-même, finalement est habilité à pouvoir contester la dérive propre à son ère culturelle et religieuse. Et donc, dans son plaidoyer pour la fraternité, qui date de 2015, Abdelnour Bidar écrit « Il faut prendre conscience qu'il faut maintenant changer d'air, passer du choc des civilisations à celui de la fraternité des cœurs et des cultures, centrer la morale à l'école sur la culture de la fraternité et apprendre aux élèves à débattre sur les valeurs. » Bon, il me semble que là, il y a évidemment un vaste programme et que ces finalités-là sont intéressantes. Voilà. Alors, dans le parcours citoyen visant à promouvoir les valeurs républicaines et à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, donc je cite des termes bien sûr officiels, le Conseil supérieur des programmes, dont Denis Paget était membre, a intégré certaines problématiques émergentes. Alors, je vais citer quelques-unes. La réflexion sur les différentes formes de racisme et de discrimination, comprendre la diversité, connaître les symboles de la citoyenneté française, de la citoyenneté européenne, mais aussi la francophonie. Alors, ce sont des éléments du programme pour le cycle 4 qui ont été édictés en 2015. Alors, un autre concept qui anime le débat public, c'est celui d'inclusion, qui est inscrit depuis 2013 dans le Code de l'éducation et qui est valorisé parce qu'inscrit dans son article 1er. Donc, il nous oblige. Ce principe concerne plusieurs types de publics, dont les élèves handicapés et les enfants allophones nouvellement arrivés, EANA. Le principe directeur innovant pour ce deuxième public réside dans le fait que l'apprentissage de la langue française gagne à s'effectuer par la mise en œuvre des compétences linguistiques d'ores et déjà acquises, c'est-à-dire en langue première, en langue étrangère, bien sûr. L'on sort ainsi d'une conception purement assimilationniste qui ferait fi des expériences culturelles des apprenants. Et il faut saluer, dans le même ordre d'idées, au niveau de la formation des enseignants, la création d'une option FLE FLS, français langue étrangère, français langue seconde, au CAPES de lettres modernes, en cette belle année 2013, où là, il semble qu'il y ait eu effectivement des évolutions d'envergure. Alors, à noter en 2015 l'ajout de la référence à la culture dans la liste des piliers du socle éducatif, qui était constitué jusque-là de savoir et de compétences. Il était binaire. Ce concept de culture, qui est polysémique par nature, ne peut être limité aux pratiques esthétiques liées à la création et à l'animation artistique. Employé au pluriel comme il devrait l'être, à mon avis, c'est à mettre en débat, comme les savoirs et les compétences. Les savoirs et compétences sont au pluriel. Pourquoi pas le mot culture? Il inclut l'enracinement des courants d'idées et des systèmes de valeurs dans une longue culture, un territoire, un patrimoine civilisationnel. Le patrimoine national est en fait irrigué par les cultures régionales et celle de l'immigration. Alors, un autre concept, celui de diversité, qui vaut davantage en dehors de l'éducation nationale, puisqu'il a été officialisé suite aux révoltes juvéniles des quartiers populaires de 2005. Révolte que certains observateurs ont qualifiée de mai 68 des banlieues. Suite à ces événements, une charte de la diversité en entreprise et dans les médias a été créée et instituée l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, ACSE, dont l'objectif est entre autres de favoriser l'expression culturelle des citoyens de la diversité. Voilà, et donc c'était vraiment en réponse à la crise des banlieues de l'automne 2005. Et tout à l'heure, on verra une diapositive avec cinq films
dont la plupart ont été des films cultes, hein, ont été valorisés par l'accès au moment de leur parution, de leur sortie en salle. Bon, il faut dire que l'éducation nationale est restée jusqu'à présent assez éloignée de cette problématique de la diversité, hein, sur le plan programmatique, hein. Et j'en parlerai tout à l'heure, hein, dans la partie programmatique et la partie disciplinaire. Mais par exemple, l'enseignement prioritaire est envisagé principalement sous l'angle des moyens et des ressources humaines, et même à un niveau syndical, pas uniquement, je dirais, au niveau institutionnel, cadre qu'on connaît bien. Mais bon, moi-même étant à la FSU, je me rends compte que le colloque qui a été organisé il y a peu de temps, hein, pour la promotion de l'enseignement prioritaire mettait surtout l'accent sur les moyens et les ressources humaines, ce qui est un élément de la problématique, mais pas le seul. Bon, mais pour en revenir à ce concept de diversité, il y a quand même une exception à cet oubli. C'est le référentiel des compétences professionnelles du métier du professorat et de l'éducation, qui offre depuis 2013 toujours une formation en matière de diversité et d'interculturel, mais alors par référence à un cadre étranger, hein, pas français, hein, un cadre européen commun pour les langues vivantes. Bon, je cite l'article 4, prendre en compte la diversité des élèves, adapter son enseignement et son action éducative à cette diversité, justement. Participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. Donc, voilà des principes tout à fait intéressants. Voilà. Et alors donc, c'est de tradition, cette diversification programmatique dont en espagnol, dans les programmes d'espagnol et d'anglais, qui font référence explicitement aux cultures et aux littératures des pays hispanophones, anglophones, anciennement colonisés. Et ce principe qui est validé pour l'apprentissage d'une langue étrangère est pertinent pour la langue culture française, avec ses déclinaisons francophones. Il reste à le rendre opérationnel, hein, il est pour l'instant assez virtuel. Cet objectif étant d'autant plus important à réaliser que l'enseignement du français est une discipline fondamentale et que la francophonie revêt une dimension stratégique, encore trop peu perçue dans l'Hexagone et dans le monde enseignant. Alors, toujours pour parler du statut du français, il existe une institution, la Délégation générale à la langue française, créée en 1989 au ministère de la Culture et qui est devenue, en 2001, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, afin de prendre en compte les langues régionales et aussi, je pense, les langues de l'immigration, hein. Cette corrélation d'objectifs institutionnels peut constituer un exemple pour l'éducation nationale, comme la devise de l'Union européenne, l'unité dans la diversité. Hein, il y a peut-être un parallèle à effectuer. À l'actif de la délégation, cette notion de langue de France, avec à la clé une politique de réinculturation minimale, axée sur le statut de langue de culture, bon, qui est assez communément acquise, même à l'échelle de l'éducation nationale, pour les langues régionales. Hein, dans les régions à forte identité, bon, comme par exemple l'Occitanie, où je suis, le rectorat collabore très facilement avec les associations linguistiques et culturelles occitanistes, pour, bien sûr, l'enseignement de cette langue, hein. Et c'est pareil dans les autres régions où des langues régionales existent. Voilà, alors ceci dit, est-ce que ce sera suffisant pour enrayer le déclin de ces langues, surtout en métropole, sachant que l'UNESCO les a classées en situation de danger? Situation de danger que renforce la réforme du lycée et du baccalauréat, qui dévalorise l'enseignement bilingue et l'enseignement des langues régionales, comme s'en inquiète l'Association des régions de France, anciennement ARF. Par ailleurs, une pétition largement signée en 2022 à destination du ministre demande que les programmes d'enseignement intègrent officiellement l'enseignement d'œuvres dites régionales.
Bon, on peut penser, sans citer les œuvres des troubadours au Moyen-Âge, l'œuvre de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, qui est effectivement très peu enseignée à l'école. C'est un objectif réalisable dans le cadre du cours de français, entre autres. Et alors, pour en finir avec la question des langues régionales, la loi Molac, qui date de 2021, du nom du député breton Paul Molac, a pour objectif de contribuer à leur protection patrimoniale et à leur promotion dans 3 domaines, dont le nôtre, l'enseignement, mais aussi le patrimoine et les services publics. Et cela a défrayé la chronique, c'est le fait que, sur la demande contestable du ministre Blanquer, son périmètre a été réduit par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne en particulier le caractère immersif de l'enseignement de ces langues, qui est pourtant héritier de décennies de pédagogie progressiste et de militance dans des écoles associatives laïques. Alors, on peut citer les calendrettes en Occitanie, les Icastola au Pays Basque, les Bressolettes en Catalogne, les Diwan, écoles Diwan en Bretagne, etc. Scola en Corse. Voilà. Alors, au motif, bon, je reprends l'argument ministériel de la défense du français comme langue de l'unité nationale. Alors, il est vrai que dans l'article 2 de la Constitution, il fait référence à ce statut que peu de gens contestent. Mais à cet article, il faut ajouter, depuis 2008, un autre article de la Constitution sur l'apport des langues culturelles régionales au patrimoine national. Donc, le débat mérite d'être poursuivi pour effectivement aider donc les animateurs des langues régionales à sortir celles-ci quand même du statut extrêmement minoritaire dans lequel elles sont, et surtout effectivement dans les situations de danger en termes de communication qu'elles vivent, que ces langues vivent. Voilà. Alors, d'une manière générale, voilà, j'en ai fini donc avec la loi de la refondation. Et finalement, cette loi Molac permet une transition avec le bilan du ministère de Jean-Michel Blanquer. Voilà, cette deuxième étape, cette période dans laquelle les relations intercommunautaires ont été largement interpellées dans le débat public. Et son bilan idéologique est assez communément analysé comme étant celui d'une gestion rétrograde et polémique des relations interculturelles à l'école. Bon, cela dit, dans un contexte de clivage, voire de violence multilatérale, dont je pourrais parler tout à l'heure, mais aussi dans un contexte où une alternative idéologique se fait jour, appelée wokisme. Denis Paget en parlait tout à l'heure, c'est important d'en parler. Et donc, cette réaction se manifeste à l'université, faisant fi de liberté académique au niveau des sciences sociales. Alors, pour reprendre des formules officielles, il s'agit de réduire le terreau du terrorisme islamiste, le séparatisme immigré, l'islamo-gauchisme, cela a été cité, les acquis des sciences sociales, appelés déconstructionnistes, bon, les acquis donc d'ordre postcolonial, intersectionnel, mais aussi l'écriture inclusive, qui est au compte du féminisme dans le sillage du mouvement MeToo. Et on pourrait citer des dispositifs qui vont dans le sens de cette réaction à l'égard de liberté académique. Alors, la commande d'enquête faite au CNRS par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Le colloque de la Sorbonne de janvier 2022, soutenu par le ministère, que reconstruire après la déconstruction. Et cela dans le contexte du vote de la loi dite antiséparatiste sur le respect des principes de la République, votée en 2021. Alors, il semblerait effectivement qu'on soit dans le cœur du débat public et finalement, cela porte sur la confrontation de standards nationaux ou communautaires. Confrontation ou polémique ou dialogique selon les cas. La situation n'est pas forcément toujours dramatique, loin de là. En l'occurrence, confrontation entre les standards de la citoyenneté individuelle et laïque à la française, celui du système communautaire et pluricommunautaire anglo-saxon,
celui de la communauté musulmane également, et parmi d'autres standards, ceux des communautés immigrées d'une manière générale. Et bon, très rapidement, pour donner les définitions que sans doute vous connaissez du wokisme et de l'intersectionnalité, voilà, parce qu'effectivement, ils participent du débat public, il faut pouvoir les inclure en montrant évidemment les dérives possibles, hein, mais aussi l'intérêt. Le wokisme, bien sûr, signifie être éveillé, être conscient des problèmes de justice sociale et du racisme. Il est utilisé depuis le début du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et l'intersectionnalité, donc, utilisée en sociologie et en sciences politiques, désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, de domination ou de discrimination. Le terme a été proposé par l'universitaire afro-américaine Kimberly Williams Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subis par des femmes afro-américaines. Voilà, maintenant, une autre sphère d'influence, la communauté musulmane. Hein. Tout le monde sait bien sûr que l'islam constitue une ère géoculturelle extrêmement importante à l'échelle du monde et qu'on ne peut pas faire sans cette réalité-là. Comment pouvoir bien sûr collaborer au mieux avec cette communauté et éviter des drames, d'autres drames que ceux qui ont été bien sûr connus. Alors, là encore, comme l'écrit l'inspecteur général Abdelnour Bidar, hein, inspecteur général de philosophie, il importe de conserver un équilibre entre le refus de l'islamophobie et la lutte contre un radicalisme religieux, délictuel, voire criminel, comme l'a manifesté bien sûr l'assassinat de Samuel Paty, par exemple. Et donc, ça pose la question des savoirs à dispenser à l'école et à partager, à co-construire avec les publics. Et cette gestion-là, elle est à équilibrer de la même manière, à mon avis, à mon humble avis. C'est à mettre en débat, bien sûr, de manière à ne pas provoquer inutilement des convictions religieuses et à concéder, si nécessaire, des reconnaissances en matière de géopolitique, par exemple. Alors, la reconnaissance des droits du peuple palestinien, par exemple, pour éviter la réaction complotiste, voire révisionniste, hein, la négation de la Shoah, hein, parce qu'un donné pour un rendu. Si on ne reconnaît pas les droits du peuple palestinien, si on les met sous le tapis, comment imaginer qu'il n'y ait pas de réaction négative qui soit de l'ordre de dire, bon, vous favorisez le peuple juif, moi je nie la Shoah. Voilà un exemple. Hein. Autre exemple, une meilleure reconnaissance des apports culturels des minorités en positif, les apports positifs, pourrait faciliter le dialogue sur les droits spécifiques des filles et des femmes, hein, un dialogue intracommunautaire. Hein, je crois que là aussi, il y a une dynamique, un cercle vertueux à reconstruire ensemble, et cela en comprenant mieux la contre-culture qu'élaborent des jeunes des quartiers populaires, qui sont des quartiers plurilingues, multiconfessionnels, donc des quartiers très riches en perspective, bien sûr, éducative, hein, et inclure les humanités que portent en positif les peuples dont ils sont originaires. Et alors, à contrario, dans le dialogue de sourds un petit peu actuel, le terme d'assimilation refait surface dans l'opinion publique d'extrême droite. D'origine coloniale, l'assimilation culturelle consiste à exiger d'une personne d'ascendance étrangère qu'elle adopte les mêmes comportements, les mêmes coutumes, traditions que la population qui l'accueille. Alors, du point de vue de cette personne ou de cette communauté, l'assimilation peut être décrite en positif, comme une forme d'acculturation. Hein, cela a été le cas de nombreux peuples, du parcours culturel de nombreux peuples à travers l'histoire. Mais aussi en cas de contrainte, comme une forme de déculturation, puisqu'il y a une perte, bien sûr, de la culture ou d'éléments de la culture d'origine. Alors, un autre concept qui, lui, est officiel, c'est celui de l'intégration des individualités. Voilà le modèle éducatif dans lequel nous sommes. Intégration des individualités sur la base d'un pacte citoyen de bonne entente mutuelle et de la reconnaissance de qualité et de mérite reconnus.
l'intégration montre ses limites dans le concept, dans le contexte, pardon, de la mondialisation, qui met en scène civilisation et culture, c'est-à-dire vraiment des réalités intercollectives extrêmement fortes. C'est pour ça que le concept d'inclusion, qui est reconnu dans le Code de l'éducation depuis 2013, présente l'intérêt, lui, de prendre en compte les réalités communautaires, les cultures des personnes et communautés allogènes. Et à mon humble avis, bon, le standard individualiste à la française gagne à importer des éléments du système intercommunautaire anglo-saxon, hein, dont est originaire bien sûr le mouvement du wokisme et de l'intersectionnalité. Voilà, alors pour conclure sur la notion de laïcité, si la laïcité n'est pas conçue comme une arme idéologique, si elle est une laïcité ouverte, elle offre un cadre adéquat pour l'harmonisation des relations intercommunautaires, en référence aux questions religieuses. Mais ce concept ne peut pas suffire en soi, puisqu'il conduirait à se cristalliser sur les relations avec l'islam et à ne pas prendre suffisamment en compte les questionnements identitaires, linguistiques et culturels qui sont en arrière-plan et qui concernent les publics de toutes origines, qu'ils soient régionaux, métropolitains ou immigrés. Par ailleurs, les faits religieux sont des faits de culture dignes d'être enseignés, comme le montre le rapport du philosophe Régis Debray de 2002, et qui a été suivi des faits, très justement, dans les programmes d'histoire. Alors, troisième étape de cette période donc, du système scolaire, hein, de la gestion du système scolaire, c'est la nomination de Pape Ndiaye, qui est un symbole important à interpréter et qui constitue, à mon avis, un défi à relever sur le terrain de l'égalité. Parce que cette nomination semble répondre, je ne sais plus quel verbal utiliser, à la revendication précitée de reconnaissance culturelle des origines à l'école. Parce que cette universitaire métisse, spécialiste des minorités aux USA, qui sont, comme on l'a dit, à l'origine du mouvement Black Lives Matter. Pape Ndiaye est également cofondateur du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, et a été président du musée de l'immigration. Cet intellectuel-là a porté dans ses écrits les problématiques du racisme structurel, du manque d'intégration et des violences policières à l'encontre des quartiers populaires. Donc cette nomination, bien sûr, comme il a été dit par de nombreux observateurs, est à rebours de celle de son prédécesseur. Voilà, alors, jusqu'à présent, selon les observateurs également, rien de convaincant ne transparaît de cette nouvelle gestion, bien sûr, ministérielle, au regard des publications précédentes du ministre de Pape Ndiaye. Donc, s'agit-il d'un affichage tokeniste, comme diraient les Américains, et donc probablement opportuniste? Alors, le tokenisme, moi, j'ai appris récemment que c'est une pratique consistant à faire des efforts symboliques d'inclusion vis-à-vis de groupes minoritaires dans le but d'échapper aux accusations de discrimination. Voilà, alors la question reste posée, le débat pourra trancher sur ce point. En tout cas, les faits sont têtus. Pour l'instant, c'est un symbole limité dans sa réalité, puisque il existe très peu de postes à l'université française équivalents de ceux des post-colonial studies aux États-Unis. Alors, nous avons certes un ministre métis au sommet, bien sûr, de l'édifice, mais dans les faits, dans la réalité des faits, combien de postes existent à l'université sur cette question-là, la question de la francophonie, des post-colonial studies? Combien d'intellectuels francophones sont obligés de faire des études ou carrières dans le monde anglo-saxon? Outre Ndiaye lui-même, c'est le cas d'Achille Mbembe, d'Alain Mabankou, pour ne citer que cela. Et pour revenir à l'ère arabo-musulmane, sous le ministère de Benoît Hamon, il n'y avait pas un seul poste d'arabe au CAPES
de l'année, en l'occurrence, l'année de référence. Pas un. Des institutions de professeurs d'arabe se sont inquiétées, alarmées et ont publié des pétitions pour remédier à ce problème. Et le paradoxe est que le président Macron a proposé effectivement d'en créer et de renforcer l'enseignement de l'arabe au moment de la mise en débat du projet de loi sur le séparatisme et pour compenser la lutte contre l'islamisme radical. Ce projet a été vite abandonné face au tollé des droites et au silence des gauches. Donc, il y a véritablement un créneau, comment dirais-je, un angle mort, hein, quelque chose qui est manquant, un non-dit qui est manquant dans l'expertise, bien sûr, du débat scolaire et éducatif. Or, ce déficit de reconnaissance est en grande partie responsable des difficultés que beaucoup de publics racisés enregistrent en matière de réussite scolaire et universitaire. Comme l'écrit Éric Debardieu, ancien délégué ministériel à la prévention de la violence scolaire, dans son livre « L'école face à la violence, d'écrire, expliquer, agir » de 2016, certaines causes des violences urbaines, de la délinquance d'exclusion, de la radicalité idéologique sont bien connues, c'est l'amplification des inégalités et des discriminations. Et alors, vous avez à l'écran donc des résumés, bien sûr, de rapports de l'OCDE. Je ne les lis pas, qui montrent que le système éducatif français, ce n'est pas une première, bien entendu, c'est connu, hein, est l'un des plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Et c'est un grand paradoxe dans la mesure où, comme on le sait, l'un des principes républicains est celui de l'égalité. Et Dieu sait si le monde enseignant s'est toujours battu pour le principe d'égalité. Donc là, on a quand même, bien sûr, une contradiction assez majeure. Hein. Voilà, un autre rapport de l'UNICEF en 2016 sur la question de l'équité, la France classée 35e sur 37e des pays de l'OCDE sur ce critère. Hein, les politiques publiques laissent de côté les plus vulnérables en ne prenant pas en compte les spécificités de ces populations. Alors là, singulièrement les populations des quartiers populaires, hein, et multiethniques, hein, en sachant que les filles de ces communautés peuvent être plus discriminés que les garçons. Ce qui est étonnant, cette dernière partie du rapport est un peu étonnante dans la mesure où il est dit qu'il y a une acculturation supérieure de la part de certaines filles des communautés immigrées par rapport aux garçons, hein, dans le cadre du contexte scolaire. On pourra en rediscuter. Alors, il va falloir conclure, Martine. Oui, je comprends. Alors, je vais faire très rapidement. Je m'excuse hein, d'avoir été si longue, mais la question du débat idéologique, comme vous le savez, est assez complexe et je ne souhaitais pas faire l'impasse sur ce point-là. Vous m'en excuserez. Je vous en remercie vraiment. Alors, très rapidement, pour quand même positiver ce constat qui est un peu, bien sûr, un peu sombre, un acquis. En dehors de l'école, mais quand même lié à l'école, c'est cette série de films qui souvent a été plébiscitée par l'accès, hein, et promue par l'accès, et qui ont connu un grand succès public et auprès, bien sûr, des spécialistes, hein, puisqu'ils ont été primés pour la plupart. Hein, voilà, donc vous avez les titres, hein, L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, 2004, Entre les murs de Laurent Canté, hein, d'un livre de François Bégodeau, La journée de la jupe de Jean-Paul Ligenfeld, Les héritiers de Marie Castille Motion-Char, sur la base d'un essai hein, d'Armel Dramé, hein, 2014. Voilà des films, en particulier sur l'enseignement du français en quartier populaire, hein, qui semblent un peu cristalliser, il faut le dire, les contradictions inhérentes hein, au système socio-scolaire. Voilà, alors le point qui peut intéresser le SICUR, c'est la question bien sûr programmatique. Et effectivement, là encore, il y a des manques à gagner en histoire, en français, dans l'enseignement de l'arabe et dans l'enseignement des langues régionales. Bon, sur ce dernier point, je ne reviens pas.
Si ce n'est en positif, pour citer quand même la création d'un concours d'agrégation. Donc, même dans un contexte difficile, hein, et dans un contexte minoritaire, il y a des points d'appui possibles, il y a des avancées. Et la création de ce concours d'agrégation, même s'il est peu suivi d'effet en termes de nombre de personnel recruté, est quand même symboliquement fort. Et on peut quand même le signaler. Hein. Alors, le programme d'histoire, bon, un point positif, le vote de la loi Taubira sur l'esclavage, crime contre l'humanité en 2002, qui a été suivi bien sûr d'un enseignement spécialisé, mais en négatif, la réforme du collège en 2015, la suppression de l'enseignement de l'histoire des empires africains. Pour quelle raison? Un motif obscur. Voilà, je pense que... Et là encore, en l'absence d'un débat public plus clair, il y a des choses comme ça qui passent à l'as, alors qu'elles pourraient être défendues assez facilement. Alors moi, Martine, il faut vraiment conclure. D'accord, je termine avec 2 points, voilà, et je vous en remercie beaucoup. J'y tiens beaucoup, c'est le programme en français. La réforme du lycée, à l'initiative en particulier de quelqu'un comme Alain Viala, en 2001, avait inclus l'initiation à la littérature francophone en seconde. Ça n'a jamais été suivi d'effet. Il y a véritablement là un manque à gagner qui est important pour une discipline fondamentale qui a besoin de se structurer par rapport aux enjeux d'avenir, et en particulier aux enjeux francophones. Et j'ai déjà cité la question de l'enseignement de l'arabe, très marginale, alors qu'elle est cette langue, la deuxième langue parlée du pays. Alors, je ne reviens pas sur les recours institutionnels, hein. Vous les avez à l'écran, c'est dommage qu'on ne puisse pas en parler. Et pour conclure, moi, il me semble que l'inclusivité du système éducatif est véritablement une condition de la redynamisation de la vie scolaire et sociale. Ce paramètre est important pour éduquer une citoyenneté plus décentrée, plus complexe et évolutive. En vous remerciant de votre attention. Merci bien, Martine Goudet, pour ce parcours des conflits et débats qui nous traversent depuis plusieurs années, qui permettent de réfléchir au cadre politique aussi qui correspond à ce débat sur la culture.